Les carnets de l'apothicaire, tome 5, par Yoganatsu, chapitre 13, le scandale, première partie. Quelques jours plus tard, ce fut Sadzun qui incarna l'oiseau de mauvais augure. Il se présenta à l'apothicarerie dans ses petits souliers pour annoncer à Mao Mao qu'il souhaitait lui parler. Elle n'avait pas encore eu le temps de se demander à quel propos qu'il évoquait déjà le sujet de Dame Lichou. Est-ce qu'une concubine du roi Gong, qui aurait vu en secret un homme autre que l'empereur, risque la peine de mort? Prise au dépourvu, l'herboriste laissa échapper un « Quoi » d'une voix un peu aiguë. Sa réaction irrita son assistant qui s'échoua sur le sol de la boutique. « Eh bien, je suis ignorante de ces choses-là, moi. Réponds !» Il braquait sur elle un regard perçant. La jeune fille se rendit compte qu'elle avait été un brin malpoli avec lui. À l'origine, cet homme servait le clan Che. Si elle ne le voyait pas... Si elle ne le voyait pas avoir conservé une grande loyauté à l'égard du clan rebelle, il avait semblé sensible au sort de Lolan, ce qui suffit à attendrir l'apothicaire. Dans le cas où elle aurait commis un adultère, j'imagine que c'est inévitable. Pour une simple employée, ce serait différent, mais on parle d'une concubine. En revanche, je ne comprends pas pourquoi tu me poses cette question. Sadzun fit la moue, puis détourna le regard. Ça jase au marché. J'ai aussi entendu dire que l'empereur allait mater un autre clan. Le clan U, par hasard? Je n'en sais rien, mais on dit que l'affaire concerne une concubine de haut rang qui n'a que 16 ans. Mao Mao ne sut quoi répondre. Elle faillit même se prendre la tête entre les mains de désespoir. Si la nouvelle était arrivée jusqu'aux oreilles de Sadzun, il fallait en conclure que tout le monde à la capitale était déjà au courant. L'apothicaire avait pourtant consciencieusement démontré l'innocence de Dame Lichou dans son rapport. Elle avait aussi tenté de se convaincre que les manigances de l'ancienne suivante en chef ne porteraient pas à conséquence. En temps normal, elle aurait écrit un message à Jinchi, puis attendu que le prince impérial et ses hommes réagissent. Malheureusement, elle n'avait pas le luxe d'attendre. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» s'écria Sadzun lorsque la jeune fille bondit sur ses pieds. « Je te laisse l'apothicarerie un moment. »« Encore ?» Mao Mao se précipita vers les quartiers du nord de la capitale qui abritaient le palais impérial, ainsi qu'un quartier résidentiel de haut rang. On y trouvait la villa impériale, mais aussi la résidence d'Aduo, l'ancienne favorite. Dame Aduo se trouve-t-elle séant ? S'enquit-elle auprès du garde, qui n'avait pourtant aucune raison de la laisser entrer aussi facilement. « Avez-vous une autorisation, jeune fille ?» Si l'homme usait d'un ton aussi courtois face à une simple apothicaire mal fagotée, c'était sans doute qu'il l'avait reconnue, car elle était déjà venue dans le passé. Pour autant, il n'irait pas jusqu'à s'écarter pour la faire entrer. « Je crains que non, mais il faut vraiment que je lui parle. »« La règle, c'est la règle, » lui répondit l'homme après un instant d'hésitation. « Je ne peux pas laisser passer n'importe qui sur simple demande. » Il avait l'air sincèrement désolé. Elle pensa une seconde profiter d'un moment d'inattention du garde pour forcer le passage, mais finit par renoncer à cette idée. Qu'elle tente le coup et il l'arrêterait aussitôt, dans le meilleur des cas. « Pourriez-vous au moins m'annoncer ? J'ai bien peur que Dame Aduo se soit absentée. » Mao Mao parut hautement dépitée. Tout espoir semblait perdu. Elle n'avait plus qu'à rentrer. « Et Swilei ? Est-ce qu'elle est là ?» Une nouvelle fois, elle rejeta cette idée. Sa consoeur n'était pas censée être en vie. Mao Mao ne pouvait donc tout simplement pas aller à sa rencontre, et quand bien même l'apothicaire la verrait, il n'était pas en son pouvoir de convoquer l'ancienne concubine. « Suis-je autorisée à attendre ?» demanda l'herboriste, décidé à patienter jusqu'au retour d'Aduo. Une heure s'était peut-être écoulée lorsqu'une calèche approcha du pavillon. Mao Mao attendait, assise à l'ombre d'un arbre, mais le garde vint gentiment la prévenir. Elle se releva à la hâte avant de se mettre à courir. Aduo sortit la tête par la fenêtre de la voiture. « Je ne pensais pas te voir si tôt. Je t'imaginais plus imperturbable que ça, » lui dit la beauté en habit d'homme d'un ton détaché. « Je suis tout aussi surprise que vous. » Quelques années en arrière, Mao Mao ne se serait pas autant précipité, en songeant que le palais impérial possédait ses propres mécanismes d'autorégulation et que, de toute la manière, l'empereur tenait assez à Dame Lichou pour qu'il ne lui arrive rien de grave.
Restait que dans l'esprit de l'apothicaire, l'image de l'héritière du clan Cheux décimé s'était désormais superposée à celle de la vertueuse concubine. Qu'elle se sente un peu à fleur de peau n'était pas surprenant après tout. Allons discuter à l'intérieur. Tu dois être assoiffé d'avoir attendu sous cette chaleur. Je vous remercie, dit Mao Mao en inclinant bien bas la tête. Sur ce, elles entrèrent dans le pavillon. Les rumeurs sont allées bon train si elles circulent déjà au marché, déclara Aduo. Elle se tenait bras et jambes croisés, une posture qui passait en général pour hautaine, mais qui semblait étrangement adaptée à l'ancienne concubine, et pas le moins du monde dérangeante aux yeux de Mao Mao. Une dame de compagnie avait apporté du thé avant de s'éclipser, sans même que l'herboriste s'en fût aperçu. L'apothicaire pensait voir Swiley, mais la jeune fille ne se montrait pas. « Dois-je en conclure que ces rumeurs sont fondées ?» demanda Mao Mao en craignant la réponse. « La vérité est que Li Shu a été emmenée dans un autre lieu, où elle est actuellement confinée, » répondit Aduo après un instant d'hésitation. Elle n'était donc pas traitée comme une criminelle, mais demeurait cloîtrée, ce qui était tout comme. « Lui avez-vous parlé ?»« Oui. » Aduo lui confia que dame Li Shu avait affirmé ne pas avoir écrit de lettre d'amour, tout en reconnaissant néanmoins avoir rédigé le texte en question. Cette information rendit Mao Mao perplexe. « Mais ce n'est pas contradictoire ?» interrogea-t-elle. « Non, elle dit n'avoir fait que recopier un roman. Il est vrai que les femmes du palais raffolaient de ces fictions, essentiellement des histoires d'amour. Sorties de son contexte, l'extrait d'un de ses livres pouvait tout à fait passer pour une lettre d'amour. » Li Shu semblait elle-même sous le choc. Elle assure n'avoir fait que recopier un roman pour une employée avec qui elle s'entendait bien depuis quelque temps. Mao Mao baissa les yeux, ne sachant quoi répondre. Dame Li Shu avait dû croire qu'elle aussi, à son rythme, se faisait de nouvelles amies. C'est trop triste. Si cette alliée ne savait pas écrire, il s'agissait sans doute d'une servante de Baran. La concubine avait dû se prêter à l'exercice dans un effort maladroit pour gagner son amitié. En soi, recopier un texte prenait du temps et de l'énergie. Comme elle l'avait évidemment fait sans rien attendre en retour, elle avait dû s'enthousiasmer à l'idée que cela suffirait à la rapprocher de sa subordonnée. En un mot, elle a été trahie. Il était possible qu'au départ, la servante se soit rapprochée de la concubine dans ce seul but. La manœuvre était des plus sournoises. Dans ce cas, ne suffirait-il pas de fournir la source du texte recopié ? Les livres qui entrent au Rogong sont soumis à la censure. Un exemplaire de chaque ouvrage est placé en réserve à cette fin, mais dans le cas présent, le texte correspondant n'a pas été retrouvé. Il n'a pas été censuré ? Non, on l'aurait fait entrer en déjouant les contrôles. L'intrusion d'un tel volume au sein de la cour intérieure posait un problème. Pourtant, un détail chiffonnait Mao Mao. « Où se trouve l'employé qui lui a fait recopier le texte ?» demande-t-elle. « Si cette femme ne sait pas lire, je doute qu'elle ait pu se procurer un livre qui aurait échappé à la censure. Mais si elle n'était plus ici ?» Pendant la durée du voyage de dame Li Shu, pas moins d'une centaine de femmes avaient fini leur service et quitté la cour intérieure, dont l'illettré impliqué dans l'affaire. Et après son départ du Rogong, des recherches ont été entreprises pour la retrouver, mais elles n'ont pas abouti. Elle n'était pas au service de la vertueuse concubine à l'origine, se contentant d'exécuter de menues tâches à sa demande. C'est ainsi qu'elles sont entrées en contact. Quand bien même on lui mettrait la main dessus, elle pourrait prétendre ne rien savoir et la piste s'arrêterait là. Peut-être a-t-elle agi en ayant en tête la date de fin de son service dès le départ. Si l'acte était prémédité, la suspecte avait difficilement pu le commettre seule. Mao Mao songea aux informations dont elle disposait. Une chose était sûre cependant. Si une simple employée avait créé un lien avec la concubine, il était très étonnant que son ancienne suivante en chef, la première à harceler sa maîtresse, ait gardé le silence à ce sujet. J'ai dans l'idée que quelqu'un d'autre s'est servi de l'employé pour faire rédiger le texte en question. Qu'en pensez-vous, dame Aduo ? Voulut savoir Mao Mao, qui n'aimait pas tirer de conclusions sur la base de ses seules déductions. Je suis de ton avis. La suivante de dame Li Shu dit avoir trouvé le texte recopié dans la chambre de la concubine, sauf qu'il n'en est rien, puisque cette prétendue lettre a été retrouvée ailleurs et en dehors du Rogong.
Doit-on en déduire qu'on l'aurait envoyée à un noble quelconque? Si la lettre était restée en possession de la concubine, il lui aurait suffi de dire qu'elle était destinée à l'empereur, pour se disculper. Or, si elle était parvenue à un autre homme, que l'on traite l'expéditrice en femme adultère n'était pas si surprenant. En effet, c'est bien pour cela que l'affaire a pris ses proportions et que Lichou se retrouve confiné. Le destinataire est le fils d'un domestique, un jeune homme que la concubine a rencontré plusieurs fois depuis leur enfance. Il nie les faits, mais la lettre a bien été retrouvée chez lui. Son démenti ne valait rien face à une preuve aussi manifeste. D'après l'ancienne suivante en chef, les deux jeunes gens auraient été en contact entre le moment où la vertueuse concubine avait quitté le couvent et son retour au Raogong. Elle avait donc exigé, avec virulence, que des recherches soient menées chez le jeune homme, ce qui revenait à piéger Dame Lichou sans le moindre scrupule. Non, ça ne colle pas, et d'abord, comment Dame Lichou aurait-elle envoyé la lettre? Habituellement, même les messages envoyés aux familles passent par la censure, il me semble. D'ailleurs, il était déjà arrivé que des plaquettes de bois soient imprégnées de substances chimiques afin d'y coucher des messages secrets. Même l'impératrice Gyokyo, dans sa correspondance avec sa famille, usait de moult circonvolutions pour noyer les informations importantes dans un flot de détails inutiles. La feuille avait été pliée de multiples fois, puis coincée entre des objets devant être livrés à sa famille. Le fils du servant aurait été le premier à avoir le paquet dans les mains et en aurait extrait la lettre, expliqua Aduo. Ce scénario était plausible, en dépit des zones d'ombre qui subsistaient. Mao Mao avait malgré tout du mal à mettre de l'ordre dans ses idées, peut-être parce que toutes ces informations lui étaient transmises par Aduo. Elle aurait préféré les entendre directement de la bouche de la première concernée. Croyez-vous que je puisse obtenir une entrevue avec Dame Lichou, voire avec le jeune homme impliqué dans cette affaire? Au moment même où elle achevait sa phrase, on frappa à la porte. Une domestique passa timidement la tête par l'entrebâillement. « Qu'y a-t-il » demanda Aduo. La servante tourna un regard gêné vers l'apothicaire. Une personne du nom de maître Bazen s'est présentée. Il souhaite voir Dame Mao Mao. Quelle entrée en scène! À croire qu'elle était calculée. Non mais, elle a 16 ans, Ridou, c'est encore une enfant, donc c'est normal. Vu qu'on lit le livre, il faut qu'il arrive des choses horribles aux enfants. C'est comme ça. C'est mieux que la suicider d'ailleurs. Hein. C'est mieux qu'il lui arrive ça que celle qui s'est suicidée. Par contre, chose très agréable, nous n'avons pas encore croisé Jinshi. Bazen avait pénétré dans la pièce, salué Aduo de manière expéditive avant d'emmener l'apothicaire avec lui. Mais enfin, qu'est-ce que cela signifie? S'enquit la jeune fille. Le militaire avait délaissé la calèche pour venir à cheval. Avec Mao Mao désormais installé sur la croupe de l'animal, derrière lui, il ne passait pas inaperçu dans le quartier. L'herboriste avait dissimulé son visage en se couvrant la tête d'un tissu. « Es-tu au courant pour Dame Lichou ?»« Oui. » « Dans ce cas, qu'est-ce qui t'échappe? Tu dois bien avoir un moyen de prouver son innocence, non ?» Elle comprenait fort bien ce que voulait dire Bazen. Seulement, un détail la taraudait encore. « Je ne peux pas lui rendre visite, » reprit le jeune militaire. « On m'a donc suggéré de trouver quelqu'un pour y aller à ma place. » Pour une concubine confinée car soupçonnée d'infidélité, il était effectivement un peu compliqué de recevoir la visite d'un homme. Si l'arrivée de Bazen tombait donc à pic pour Mao Mao, elle ne voulait pas se priver de taquiner cette véritable tête brûlée. Serait-ce un ordre de maître Jinshi? Je me fie à mon seul jugement ici. Ah! Décidément, quelque chose turlupinait toujours Mao Mao. Toutefois, elle souhaitait éviter de fâcher le cavalier. Elle prit donc le parti de se taire, pour le moment. Avant son transfert, Dame Lichou occupait une maison non loin de la cour intérieure, qui n'était pas si différente du pavillon de diamant, signe que jusque-là, on avait continué à la traiter comme une concubine de haut rang. À présent, elle demeurait dans la partie ouest de la capitale, dans un endroit qui évoquait une pagode, mais de bien plus grande dimension. De forme hexagonale et s'élevant à une tour, l'édifice possédait plusieurs étages, avec autant de toits se superposant.
Ses couleurs, quelque peu ternes, le rendaient d'autant plus immense. Une impression renforcée par la présence de grands arbres plantés tout autour, à la manière d'une gigantesque palissade. Il se dégageait de la construction, imposante sur le plan architectural, une simplicité qui la rendait toutefois indigne d'accueillir une favorite impériale. L'entrée était d'ailleurs gardée par des hommes à l'apparence rustaude. À l'époque de l'impératrice régnante, un puissant dignitaire qui s'était opposé à la souveraine y a été enfermé, au prétexte qu'il souffrait d'une maladie incurable et qu'il fallait essayer sur lui un nouveau traitement. On raconte aussi que les frères aînés de l'ancien empereur ont été confinés ici quand ils ont été frappés par une maladie fort contagieuse. Tous sont morts en ces lieux. Cette tour a un lourd passif. De justesse, Mao Mao se retint de prononcer ces paroles à voix haute. Ces anecdotes avaient complètement modifié sa perception de l'imposant bâtiment, qui n'était plus à ses yeux qu'une lugubre prison. Li Shu est-elle enfermée ici sur ordre de Sa Majesté ? Elle avait toujours cru que l'empereur, à sa manière, se montrait plein d'égards pour sa jeune favorite. Elle devrait pouvoir sortir d'ici si nous arrivons à invalider l'épreuve, avança Bazen. Autrement dit, il voulait que Mao Mao entende la version de la concubine, puis découvre la vérité. Là-dessus, au moins, leur stratégie s'accordait. Au préalable, il fallait à tout prix mettre au clair un point précis. Elle retira le morceau de tissu qui lui couvrait la tête pour regarder Bazen droit dans les yeux. « Je suis prête à agir comme vous me le demandez. Je suis moi aussi touchée par le sort de Dame Li Shu qui subit une injuste punition. » Même l'herboriste savait faire preuve d'un tant soit peu d'empathie. Au départ, elle avait pris la jeune fille pour une détestable petite princesse. Mais à force de voir le malheur s'abattre encore et toujours sur elle, elle en était tout naturellement venue à éprouver de la compassion à son égard. Qu'elle agisse dans l'intérêt de la vertueuse concubine ne devrait pas éveiller les soupçons. À l'époque où elle servait Dame Gyokyo au Rogong, elle n'aurait pu prendre ouvertement le parti de Li Shu, mais il en allait autrement à présent. Mao Mao ne put s'empêcher de se demander quelles étaient les motivations de Bazen. « Vous n'agissez donc pas sur ordre de maître Jinshi, mais de votre propre chef. C'est bien ça ?» Parce qu'il fait la blagueur et tout. En effet. Y a-t-il une quelconque raison qui vous pousse à le faire ? La question allait de soi. Elle était même si évidente que Mao Mao n'avait pas osé la lui poser plus tôt, bien que ce ne fût pas l'envie qui lui manquait. Qui ne sentirait pas la nécessité de secourir une concubine innocente et héritée à tort ? Comment savez-vous qu'elle est innocente ? Rétorqua l'herboriste sans détour. Dame Li Shu et Bazen ne s'étaient jamais rencontrés avant leur récent voyage à la capitale de l'Ouest. Certes, ils avaient fait connaissance pendant le banquet, mais sans s'adresser la parole. Durant le périple, les occasions qu'ils avaient eues de se croiser avaient été fort rares, en dehors de leur face-à-face lors de l'attaque du lion. Ils ne s'étaient d'ailleurs même pas parlé à ce moment-là. Bazen s'était contenté de poser des questions à Mao Mao sur l'état de la jeune concubine. Pour quelle raison le militaire avait-il choisi d'agir dans l'intérêt d'une inconnue sans en avoir reçu l'ordre ? J'aurais préféré qu'il s'abstienne d'intervenir. Dans le monde, il existait des personnes qui se comportaient de la plus affligeante des façons après être tombées amoureuses au premier regard. Aveugles à la personnalité ou au statut social de l'objet de leur passion, emportées par leurs sentiments, elles n'obéissaient pratiquement plus qu'à leur instinct. Mao Mao l'aurait juré. Bazen était à ce moment mu par une émotion identique au mépris des conséquences pour son entourage. D'habitude, le jeune homme se révélait certes un brin sentimental, mais n'oubliait jamais son devoir en tant que bras droit de Jinshi. En clamant l'innocence de la vertueuse concubine, il outrepassait ses prérogatives. Voilà pourquoi Mao Mao se permit de le mettre en garde. Vous savez que si Dame Li Shu était disculpée, elle ne pourrait que retourner au Rogong, n'est-ce pas ? Je le sais, oui. La favorite était une fleur qui s'épanouissait dans un lieu si inaccessible qu'elle demeurerait à jamais hors de portée du militaire. Cette perspective suffirait-elle à éteindre cette passion sans avenir ?
Si vous êtes sincère, alors très bien. L'apothicaire aurait voulu ajouter bien des choses, mais choisit de s'abstenir. Elle préférait ne pas mettre son nez dans ce genre d'histoire. De temps en temps, un client du palais vert de gris se montrait pareillement déraisonnable. Il tombait fou amoureux d'une courtisane, dépensait toutes ses économies pour la satisfaire et se mettait à fréquenter l'établissement avec assiduité. Seulement, quand l'argent venait à manquer, l'attachement des filles se tarissait lui aussi. Ceux qui l'ignoraient finissaient par se montrer virulents avec l'objet de leur désir. Certains étaient même pris d'une crise de folie meurtrière. Peu de spectacles étaient aussi sinistres que celui d'un homme riant aux éclats au milieu d'une chambre couverte de sang. Quand on avait un coup de foudre pour une professionnelle aux yeux cernés par les nuits blanches, à divertir d'autres clients, qui usaient de fard pour cacher les poches sous ses paupières, autant avoir la constance de l'aimer jusqu'au bout. Et si on avait la lâcheté de répudier l'objet de son amour à la première contrariété, il valait mieux éviter de céder aussi facilement aux caprices de son cœur. D'un simple coup d'œil, Mao Mao chercha à mettre Bazin en garde contre des agissements aussi stupides. « Je le sais », rumina le jeune homme d'un ton pesant, comme pour se convaincre lui-même. L'herboriste lui adressa un nouveau regard sévère, puis pénétra à l'intérieur de la tour-prison. « Comment vous sentez-vous, madame » s'enquit l'apothicaire en observant la vertueuse concubine. De toute évidence, dame Lichou n'allait pas lui répondre qu'elle se portait comme un charme. Une fois dans la tour, Mao Mao avait reçu une plaquette de bois où était inscrite une heure. On l'avait fait entrer après l'avoir averti que l'entretien prendrait fin à la prochaine sonnerie de cloche. La structure de l'édifice se révéla peu commune. À l'extérieur, un escalier et une galerie serpentaient autour de chaque étage, tandis que l'intérieur était occupé par différents espaces aménagés. La chambre de dame Lichou se trouvait au 3e niveau. Sans savoir pourquoi, Mao Mao l'aurait imaginé situé encore plus haut. La favorite offrait à voir un visage blême. Elle hocha la tête, mais il était clair qu'elle n'en menait pas large. À ses côtés se tenait sa suivante en chef. L'appartement comportait 2 pièces très simples, en enfilade. Il ne semblait y avoir personne d'autre. Certes, pour la chambre d'une potentielle criminelle, l'endroit paraissait luxueux, mais les puissants qui y étaient enfermés ne pouvaient que se sentir humiliés. Combien sont morts ici après être devenus fous ? Mao Mao se garda bien de faire part de cette pensée, de peur de miner encore un peu plus le moral de la recluse. « Qu'en est-il de vos lunes, dame Lichou ?»« J'ai fini par les avoir, » répondit la vertueuse concubine, gênée, avec un léger hochement de tête. « Une bonne nouvelle, mais qui ne l'aidait sans doute pas à se sentir mieux. Au moins, plus personne ne pourrait douter du diagnostic de Mao Mao et réclamer un nouvel examen, car les soupçons de grossesse étaient définitivement écartés. Quelle relation entretenez-vous avec le jeune homme qui s'est retrouvé en possession de la lettre ? Ce n'est pas une lettre, mais une simple retranscription d'un texte déjà existant. Mao Mao prit la réponse, bien faible au demeurant, comme une dénégation de toute relation avec le jeune homme en question. C'est le fils d'un serviteur. Il m'a gardée à quelques reprises lorsque j'étais petite, voilà tout. Je l'ai vu pour la dernière fois à ma sortie du couvent. D'après ma nourrice, c'est quelqu'un de bien. Mao Mao ne décela aucun mensonge sous ses propos. Je n'ai envoyé aucune lettre, et si j'ai expédié quelque chose à ma famille, c'est uniquement le présent que Sa Majesté lui faisait en retour de celui qu'elle lui avait offert. Il est rare que j'envoie de moi-même quelque chose chez moi. Pour ce qui est des lettres, je n'en écris que pour répondre aux missives de mon père, que je reçois par l'entremise de ma nourrice. Ironie du sort, cette triste situation avait rendu dame Lichou plus loquace que jamais. Pour autant, elle détournait les yeux chaque fois qu'elle croisait le regard de Mao Mao. L'herboriste en avait l'habitude et n'y prêta pas attention. « Vous pensez que c'est important ?» Il paraît que la lettre avait été glissée entre des objets. Croyez-vous que ce soit possible ? N'en savons rien, répondit la première dame de compagnie à la place de sa maîtresse. Comme elle vous l'a dit, dame Lichou n'envoie guère à sa famille que des présents de Sa Majesté impériale. C'est pourquoi, une fois les formalités accomplies, un serviteur de sa maison vient chercher les paquets directement au Rogong. Cela ne disait pas qui venait récupérer les colis en question. Il semblerait que cette fois, ce fut le fils du serviteur. L'information n'était toutefois pas confirmée.
Il n'aurait pas été étonnant que l'ancienne suivante en chef se soit renseignée à ce sujet si elle avait voulu faire tomber dame Lichou. Et rien n'indique que votre ancienne première dame de compagnie ait envoyé quoi que ce soit ? La concubine et sa suivante secouèrent la tête. En tout cas, je sais qu'elle n'a rien expédié après que j'ai recopié ce fameux texte. Si ce n'était pas l'arrogante dénonciatrice, la coupable, ce n'était pas ses acolytes non plus. La liste des expéditeurs était consignée au Rogong. Il serait simple de vérifier l'information. Dans ces conditions, comment le texte recopié par la concubine avait-il fait pour partir ? Si la feuille avait été glissée dans un paquet, il n'aurait pas été possible d'emballer quoi que ce soit d'autre avec. L'y avait-on placé là pour éviter que le contenu du colis ne se brise ? Il paraît que le papier était si entortillé qu'il ressemblait à une cordelette, confia Lichou. La lettre qu'on m'a montrée était plus que froissée. Le papier était dans un piteux état. Un système de camouflage très efficace. Si la missive tombait entre de mauvaises mains, elle serait prise pour une simple cordelette et vraisemblablement dédaignée. Même si elle était jetée, la récupérer aurait été facile. N'importe qui chez dame Lichou en aurait été capable. Avez-vous noté quelques changements juste avant ou après avoir effectué cette copie ? La concubine et sa suivante en chef échangèrent un regard, puis penchèrent la tête d'une manière équivoque. Oui ? Non ? Difficile à dire. Elles avaient visiblement du mal à se souvenir. À supposer que l'ancienne dame de compagnie soit la vraie coupable, ce qui était presque cousu de fil blanc, il y aurait été compliqué d'agir seule. Elle devait donc avoir un ou deux complices à l'extérieur du Rogong. Par quel moyen communiquait-elle avec eux ? On verra ça plus tard. Le temps pressait. D'autres questions devaient être posées en priorité. L'apothicaire sortit un nécessaire à écrire des pans de son vêtement. Encore une chose. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rédiger un résumé de l'intrigue du roman que vous avez recopié pour la servante ? Demanda Mao Mao en commençant aussitôt à frotter la pierre à encre. Souhaitez-vous une tasse de thé, madame ? Lui demanda pour la énième fois sa suivante en chef, qui se prénommait Kanan. Lichou refusa d'un signe de tête. Elle n'avait rien d'autre à faire, mais sentait que son ventre ne le supporterait pas si elle buvait une goutte de plus. Kanan était l'unique employé à avoir suivi sa maîtresse dans sa réclusion. La vertueuse concubine n'avait certes pas besoin de plus de monde, au contraire même, mais on ne lui avait pas imposé un nombre limité de dames de compagnie. Autrement dit, seule la suivante en chef avait daigné l'accompagner. Les derniers temps, dame Lichou pensait avoir une sorte d'intimité avec ses autres suivantes, mais elle s'était fourvoyée. Pire, c'était à cause d'une employée illettrée pour qui elle avait recopié un roman qu'elle se voyait à présent traitée comme une criminelle. Elle aurait bien aimé pleurer, mais fondre en larmes n'aurait fait qu'accentuer le malaise de Kanan. Sans aucun divertissement digne de ce nom, ni même de fenêtre dans sa chambre, difficile de tuer le temps autrement qu'en dormant ou en mangeant. L'absence presque totale de lumière naturelle obligeait à allumer en permanence des bougies, même en plein jour. La pénombre où était plongé l'appartement ne faisait que déprimer un peu plus la vertueuse concubine. Pour toute visite, elle n'avait reçu que l'apothicaire, autrefois employé du Rogong, et son père, Oujiu, à une seule reprise. Et comme elle avait été conduite dans la tour juste après la venue d'Aduo, l'ancienne favorite ne reviendrait sûrement pas avant un moment. Durant sa visite, son père s'était contenté de lui demander si elle était bien innocente, comme elle le clamait, et rien d'autre. Lichou n'avait pu que répondre par un « oui », presque étouffé. L'apothicaire avait réussi à prouver qu'il était bien son vrai père. Hélas, dans la réalité, les réserves que l'on nourrissait à l'égard d'autrui ne disparaissaient pas d'un seul coup, comme au théâtre. Son géniteur avait beau savoir quelle était sa fille, il avait d'autres enfants. Après avoir négligé sa mère, le chef de clan avait eu la même attitude avec l'enfant qu'elle avait porté, et qu'il soit lié par le sang n'y avait rien changé. Lichou était consciente que les sentiments de son père à son égard risquaient fort peu d'évoluer, mais le savoir ne l'en attristait pas moins. « Je vais débarrasser, madame », la prévint Kanan avant de sortir avec le service à thé. Comme il n'y avait aucune source d'eau dans l'appartement, il fallait aller laver les plats plus bas dans la tour. Sa suivante en chef avait le droit d'aller et venir dans l'édifice,
mais la favorite était confinée à son étage. Si l'envie lui prenait de descendre, il lui fallait obtenir l'autorisation du garde posté à ce niveau. Li Shu poussa un soupir avant de tomber, prostré, le front contre la table. Peut-être parce que le bâtiment était ancien, elle entendait le plancher grincer. Coucou Lénie. Elle avait l'impression que plus l'on montait, moins l'édifice était entretenu, au point de craindre que le plafond ne lui tombe bientôt sur la tête. Apparemment, elle n'était pas la seule personne retenue dans cette tour. Comme l'escalier courait sur le pourtour extérieur, monter dans les étages impliquait de passer devant les différents appartements. Plusieurs fois par jour, des servants se rendaient aux étages supérieurs. Selon Kanan, ils y apportaient repas et tenues de rechange, raison pour laquelle Li Shu en avait conclu qu'elle n'était pas la seule captive de la pagode. Elle n'avait aucun moyen de connaître l'identité des autres détenus. Au demeurant, elle préférait ne pas savoir. N'ayant rien de mieux à faire, elle envisageait une petite sieste quand elle entendit du bruit à l'étage au-dessus d'elle. Surprise, la jeune fille leva la tête vers le plafond. La vétusté du bâtiment la laissait supposer qu'il se trouvait quelques souris dans les étages. La solitude et le manque de lumière de la pièce angoissaient Li Shu. Ce fut la peur qui l'incita à sortir de la chambre. Des chocs répétés se firent entendre. Les souris ne faisaient pas un tel raffut. L'anxiété gagnait la recluse, mais, curieusement, ce vacarme l'intriguait aussi. Les coups semblaient venir du plafond de la pièce adjacente. Elle ôta la couverture sur son lit pour s'en couvrir la tête apeurée. Finalement, elle osa un regard sur le côté. Si tu es bien une souris, Queen !» Li Shu se sentit un peu idiote. Autrefois, quand elle ne se rendait même pas compte que ses suivantes se moquaient d'elle, elle se montrait arrogante à l'égard des employés de son pavillon. Elle exigeait souvent d'elle ce genre de choses puériles. On lui avait sériné que les autres lui étaient inférieurs, qu'il lui fallait apprendre à ses subalternes quelle était leur véritable place, afin d'asseoir son autorité, et elle avait cru à ce discours. Il n'était donc pas si étonnant que ces dames de compagnie les détestaient, puisqu'elles fanfaronnaient tout en étant incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes. Le bruit de pas avait cessé. Li Shu eut à peine le temps de pousser un soupir de soulagement quand un grand fracas se fit entendre, suivi par le craquement de quelque chose qui se brise. Surprise, la jeune fille tomba sans s'en rendre compte sur les fesses, puis « Il y a quelqu'un ?» La voix provenait du plafond.